bonsoir, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue à cette édition de l'information sur la télévision du monde. Une édition que nous ouvrons à Yaoundé, capitale politique du Cameroun, où vient de s'achever la session parlementaire du mois de novembre. Les sénateurs se sont dit au revoir, mais avec une note de satisfaction pour avoir contribué à l'examen et à l'adoption de la loi des finances 2021. Reportage. Les travaux auront été intenses et denses à la Chambre haute du Parlement durant un mois, et c'est à juste titre que les sénateurs sont présents à cette session de clôture qui précède les assises, ponctuées par l'adoption de plusieurs textes de loi. Le budget que nous venons de voter nous rassure que le Cameroun en 2021 sera encore meilleur. On a eu à adopter beaucoup de lois, notamment de ratification sur le domaine de sécurité en Afrique centrale, transport aérien. Sous l'œil bienveillant des membres du gouvernement, au premier rang desquels, Chief Dr Joseph John Gouté, Premier ministre chef du gouvernement, le premier président du Sénat a axé son propos sur l'intérêt et l'importance des textes adoptés, dont la loi des finances 2021, qui met un point d'honneur sur la résilience de l'économie du Cameroun. Aboubakari Abdoulaye a par ailleurs salué l'avènement des conseils régionaux qui sont une étape majeure et significative pour la mise en œuvre de la décentralisation. Le Sénat félicite particulièrement les partis politiques qui y ont pris part. Ceux qui en sont sortis avec des élus disposent désormais d'un riche réservoir de femmes et d'hommes de terrain, valables et engagés pour le développement de notre pays. En clôturant ces assises, le premier vice-président du Sénat a exhorté les Camerounais à respecter les mesures barrières pour lutter efficacement contre la Covid-19 et à faire confiance aux institutions de l'État, déterminées plus que jamais à conduire le pays vers l'émergence et le progrès. Même son de cloche à la Chambre basse du Parlement. Députés, tous ensemble, se sont dit également satisfaits du travail abattu pendant 30 jours au Palais des Verts de Ngouaïkele. Cet projet de loi examiné, dont le projet de loi devenu aujourd'hui la loi des finances pour l'exercice 2021, soit 4 865 milliards de francs CFA. L'année législative 2020 a été bouclée ce 11 décembre 2020 à Yaoundé par cette session plénière de la Chambre basse du Parlement camerounais présidée par l'honorable Kabaye Yegui Djibril. Le chef de la dite Chambre n'a pas manqué de rappeler l'importance de cette autre session. Pendant 30 jours, les élus de la nation ont examiné et voté 7 textes de loi, dont celui portant budget de la République pour l'exercice 2021. L'activité phare reste toujours et demeure le budget et nous l'avons adopté et validé. Équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 4 865 milliards de francs CFA, le budget prévisionnel pour l'année à venir devra être consolidé par les efforts de tous. La loi des finances doit être déposée 15 jours avant la session, que cette loi de finances soit véritablement participative. Dans le même temps, cette session parlementaire qui s'achève a connu une intense activité extra-parlementaire à travers des thématiques diverses et variées, notamment le CHAN 2021 et la CAN 2022. Et j'ose croire que ces travaux vont vraiment permettre que le gouvernement prenne ces réseaux comme un outil pour l'avenir. Les querelles entre la FECAFOOT et la Ligue professionnelle de football pour que notre football rentre dans le terrain au lieu de rester dans les salons et dans les tribunaux. Davantage, l'honorable Kabaye Yegui Djibril, président de l'Assemblée nationale, a conclu ses propos en saluant le dynamisme qui caractérise les représentants du peuple une fois en session ordinaire. Il a par ailleurs recommandé de rester vigilant face à la pandémie coronavirus et a souhaité que l'année 2020 se clôture dans de bonnes conditions pour tous et chacun. Nous parlons également des collectivités territoriales décentralisées et notamment de l'entrée en fonction du tout nouvel exécutif de la commune de Poumas dans le département de la Sanaga-Maritime, région du littoral. Le préfet de ce département, Yves Cyril Abondo, a recommandé au nouveau maire Dorothée Nyodok de s'investir quotidiennement, désormais écharpe à l'appui pour l'amélioration du cadre de vie des populations.
Reportage. C'est par une messe d'action de grâce à la paroisse EPC de Pouma que le nouveau maire et ses adjoints entrent en fonction dans cet arrondissement. Ne pleure pas. Sois dans l'église et réjouis-toi, car l'Éternel fait pour toi de grandes choses. Venues nombreuses, les populations ont acclamé, au travers des danses traditionnelles et bien d'autres articulations, la prise de fonction du nouveau maire. Le préfet du département de la Sénégal-Maritime a tenu à rappeler au maire et à ses adjoints la tâche qui est désormais la leur vis-à-vis de leur population et de la tutelle à la faveur de cette cérémonie. Elle a la charge d'animer et de gérer la commune. Mais au-delà, nous avons donné un certain nombre de recommandations, notamment au plan administratif. La commune, c'est une structure, c'est une administration qu'il faut gérer en bon manager. Mais aussi au plan administratif, nous avons recommandé à Madame le maire de faire appliquer au personnel toutes les normes de la sécurité, que les gens se mettent résolument au travail et que la commune puisse accomplir ses missions pour le bien commun, le bien-être des populations. Et de manière spécifique, vous savez que nous sommes à la phase d'accélération de l'approfondissement de la décentralisation. Il y a quelques jours, l'aboutissement se faisait pour tous avec l'élection des conseillers régionaux. La satisfaction était perceptible au visage de tous, notamment les élites et les populations qui n'ont sans cesse remercié les acteurs de la victoire de la liste conduite par Dorothée Nyodok. Je remercie la population de Pouma et les élites qui ont porté leur choix dans la destination. Et je peux vous rassurer que je compte sur vous pour m'aider à ma mission. La cérémonie riche en sons et en couleurs a aussi été le lieu pour le nouvel exécutif municipal de la commune de Pouma de prendre l'engagement de s'investir davantage pour l'amélioration du cadre de vie des populations. D'ailleurs, depuis l'élection de Dorothée Nyodok à la tête de la commune de Pouma, plusieurs actions ont été menées pour faire de la ville de Pouma un petit paradis terrestre. Nous parlons toujours des collectivités territoriales décentralisées et de la mise en œuvre effective de la décentralisation. D'ailleurs, les premiers acteurs concernés par cette décentralisation sont les chefs des exécutifs communaux. Ceux-ci doivent être mis au niveau de ce que c'est que ce processus de la décentralisation. Plus d'entre eux viennent d'ailleurs d'être mieux édifiés sur cette question. Elle est même aujourd'hui une priorité parmi les priorités du gouvernement dans la perspective de la mise en œuvre de la volonté politique du chef de l'État. Olbia, Patrick Goignan, Patrice Foucault. Le processus de décentralisation initié au Cameroun par la Constitution du 18 janvier 1996 confère aux autorités locales la responsabilité de promouvoir la démocratie et le développement au niveau local. L'implication effective des populations à la base dans la gestion des affaires communales devient une priorité. Comme vous le savez, nous sommes les nouveaux élus depuis cette année et au courant de notre mandat, nous avons un défi, un challenge, c'est s'arrimer et maîtriser l'appropriation de la décentralisation. Ce qui veut dire que ce programme va nous accompagner, va nous appuyer pendant tout au long de notre mandat pour réellement nous arrimer à la décentralisation, pour que nos populations puissent réellement bénéficier de cette décentralisation et puissent voir leurs conditions de vie s'améliorer. Et là, nous sommes d'accord sur le fait que, par exemple, la fiscalité locale est une priorité dans le développement local. Parce que si les populations n'adhèrent pas, notamment au projet de développement, ils ne pourraient rien réaliser. L'État aujourd'hui est un tout petit peu essoufflé. Ça se voit avec le BIP qui a pratiquement été diminué. Nous, on a été diminué pratiquement de moitié. Donc, il faut trouver d'autres sources de financement. Nous
vous savez, ça va beaucoup nous apporter. Il y a même l'éducation même et la manière de préparer les budgets. En faisant participer la population, ça va aussi les encourager de contribuer à travers les impôts. Et quand ils vont voir les réalisations, ils vont comprendre que ce qu'ils paient comme impôts, ce n'est pas pour les individus, ce n'est pas pour les maires, c'est pour la communauté. Ce qui est bon pour tous est bon pour tout le monde. Afin de répondre efficacement à ces défis et d'avancer résolument dans la dynamique de développement, le gouvernement du Cameroun a lancé en septembre 2017, en partenariat avec la République fédérale d'Allemagne, le programme d'appui au développement communal. D'abord, une continuation du travail que nous avons déjà commencé de la zone nord et le sud-ouest en ce qui concerne le développement communal. Donc, c'est un appui qui renforce les capacités au niveau local. Donc, c'est la population maintenant, en tant que résolution dont vous parlez, qu'on doit impliquer encore un peu plus. Donc, ça veut dire que cette phase se concentre sur l'implication de la société civile dans la planification communale, dans la mise en œuvre de différents plans communaux. Dans le contexte aussi de la transparence du budget communal, par exemple. La formation des cadres communaux s'inscrit aussi en droite ligne de cette initiative. Ce que nous attendons, c'est justement de renforcer déjà notre capacité en termes de gestion et de nous outiller dans la recherche des financements et également nous permettre également ici d'accompagner les communes dans la satisfaction des besoins de base de nos populations. Donc voilà globalement ce que nous attendons. Le processus de décentralisation est donc en train de se mettre en place tout doucement mais sûrement pour le bonheur des populations locales. Nous parlons toujours des élections régionales du dimanche 6 décembre 2020 dernier, notamment de l'audience solennelle de publication des résultats. C'est dans la région de l'Adamawa. Nos reporters y étaient. Voici le reportage. La région de l'Adamawa connaît désormais ces hommes et femmes qui ont la lourde charge d'implémenter la décentralisation et de booster le développement local. Le tribunal administratif a servi de cadre pour la proclamation des résultats de l'élection des conseillers régionaux du 6 décembre dernier. Les membres de la commission et choses parfois exceptionnelles, tous les membres ont signé. Les représentants des partis politiques, des chefs traditionnels d'Election Cameroun ont pris part à cette cérémonie. La première réaction, c'est d'avoir un hommage à l'égard d'un enfant du parti qui a monté en chef d'État. Il a dit qu'il voudrait que les Camerounais retiennent de lui pour la démocratie. Aujourd'hui, c'est le triomphe de la démocratie. Nous avons siégé et les partis politiques, j'espère, apprécieront ce que on est capable d'apporter également pour que le peuple souverain, en la personne des conseillers qui nous ont donné plus de droits que nous en avons, c'est une marque d'estime vis-à-vis du progrès de notre PCRN dans l'Adamawa. Des 5 départements que compte la région de l'Adamawa, le parti politique de Belebouba Magari, de l'UNDP, remporte ses élections dans le département de la Vina, du Faro et Dio, du Mayo Bagno et du Direm. Désormais, les yeux restent rivés sur l'effectivité de la décentralisation dans les différentes localités du Cameroun. Intéressant une autre actualité, après 3 mois presque passés en résidence surveillée sans notification, le leader national du mouvement pour la renaissance du Cameroun est enfin libre depuis la fin des sièges des unités de police et de gendarmerie devant son domicile au quartier Santa Barbara Yaoundé. Le professeur Maurice Kamto maintient de vouloir continuer la lutte pour certains observateurs de la scène politique. L'heure
l'heure devrait plutôt être à l'apaisement. C'est ce que nous dit nos reporters Patrice Sokou et Patrick Ngouagnon. La libération du leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, sonne aux oreilles de plusieurs observateurs de la vie politique nationale comme une volonté d'apaisement des pouvoirs publics. Ce que c'est la venue d'un climat d'apaisement. Vous savez, le professeur Maurice Kamto s'était farouchement opposé à l'organisation de l'élection régionale. Et je pense qu'à l'issue de ces élections qui se sont déroulées dans un climat de paix, de sérénité et de transparence, je crois que l'État n'a plus rien à perdre ou rien à gagner en conservant le professeur Maurice Kamto chez lui. Donc nous estimons que c'est dans un élan d'apaisement du climat sociopolitique que le gouvernement a décidé de lever l'embastionnement des forces de défense et de sécurité qui étaient postées à son domicile. Pour le journaliste Edmond Kamdia, cette libération semble logique puisque préméditée. Cela avait déjà été annoncé par le MINAT, qui disait que tous ceux qui vont menacer l'organisation des régionales seront interpellés, seront gardés à vue, seront arrêtés, détenus, et ne seront libérés qu'après les élections régionales. Ça, c'est la première chose. Donc, sa libération, les conditions dans lesquelles il a été interpellé et de sa libération rentrent dans les propos même du ministre de l'administration territoriale. On est là face à un jeu politique où chacune des parties abat toutes ses cartes. Et l'État est le détenteur du monopole de la contrainte légitime. Mais comme je l'ai toujours dit, en période de contrainte, l'État devient injuste. Et c'est pourquoi l'État peut être appelé à violer les lois, comme c'est le cas de ce que nous avons évoqué. C'est-à-dire que la pression qui est faite sur l'État la même à violer le droit et même à se mettre en dehors de la conception de l'État de droit. Ils ont eu peur que le fait qu'au cas où Maurice Kamto a la liberté de ses mouvements, il serait capable de mettre en pratique le discours qu'il avait annoncé. Rappelez-vous, Maurice Kamto, dans son communiqué, avait dit que si le gouvernement continue à faire, j'allais dire, l'oreille sourde, à s'entêter à organiser les élections régionales, il serait possible que son mouvement organise un vaste mouvement pour revendiquer le départ de M. Paul Biya. Au cours de sa dernière sortie médiatique, Maurice Kamto réclamait aussi la libération de toutes les personnes incarcérées lors des marches du 22 septembre dernier. Nous parlons de santé, notamment d'une formation sanitaire. L'hôpital La Quintini de Douala et sa toute nouvelle équipe dirigeante qui se projette vers l'avenir. D'ailleurs, au lendemain de la nomination du professeur Noël Emmanuel Essomba comme patron de cette formation sanitaire, la toute première assemblée générale de l'hôpital La Quintini de Douala s'est tenue. Aujourd'hui, il est question de porter ces projections, cette vision vers d'autres horizons. C'est ce que nous dit dans ce reportage Patrick Ngouagnon. L'hôpital La Quintini de Douala fait peau neuve et ambitionne de retrouver son lustre d'antan. C'est fort de cette volonté que le top management, aux côtés du ministère de la Santé publique, lance les journées portes ouvertes qui se tiendront les 14 et 18 décembre prochains. L'hôpital La Quintini a souvent été considéré comme un hôpital où les patients sont pris en charge de fort mauvaise qualité. Ça a été considéré, on ne va pas le cacher, comme mourant pendant un certain nombre d'années, mais il est bon aujourd'hui que les populations viennent voir ce que nous sommes capables désormais de faire à l'hôpital La Quintini. Viennent voir comment les patients sont pris en charge au niveau de l'hôpital La Quintini. Viennent voir le niveau d'humanisation qui est appliqué au niveau de l'hôpital La Quintini. Et vous savez très bien que c'est une exigence du ministre de la Santé publique qui souhaite que dans nos formations sanitaires, que les soins soient des soins de qualité. L'objectif principal de ces journées est de faire découvrir aux Doualais l'éventail d'offres de soins de qualité disponibles au sein de cette formation sanitaire. Ce que nous avons constaté qu'à l'hôpital La Quintini n'était intéressé par notre formation sanitaire que des personnes d'une certaine classe, on va dire des personnes indigentes. Aujourd'hui à l'hôpital La Quintini, nous avons également des espaces dédiés aux personnes qui n'ont pas beaucoup de temps,
qui voudraient être pris en charge le plus rapidement possible pour continuer à aller vaquer à leurs occupations. Et vous avez vu que c'est un espace qui est agréable et qui tutoie donc les cliniques privées que nous avons dans notre pays. Dans le cadre des innovations, l'hôtel Akintini de Douala ambitionne également d'améliorer son plateau technique, notamment l'axe des urgences médicales, complètement réhabilité. Lorsque vous arrivez au niveau de l'hôpital Akintini, vous êtes pris en charge automatiquement. Vous savez que le ministre de la Santé nous a tapé sur les doigts pour cela. Aujourd'hui, c'est une façon ordinaire de prendre les patients en charge au niveau de l'hôpital Akintini. Vous êtes pris en charge, on vous ouvre ce qu'on appelle un bon verre, et lorsque vous êtes stabilisé, nous négocions donc le paiement des soins que vous avez reçus. Les patients, premiers bénéficiaires de ces révolutions, se disent satisfaits de cette nouvelle donne. Quand je prenais la parole en tant que patient de l'hôpital Akintini, il faut quand même reconnaître que j'ai noté des améliorations importantes à signaler, il faut le reconnaître. Je soulevais tout à l'heure le bon verre au niveau des urgences. Vraiment, c'est une innovation que moi j'ai appréciée parce que, en fait, quand vous avez désormais l'hôpital Akintini, peu importe votre situation financière, vous êtes d'abord pris en charge au niveau des urgences. C'est après qu'on ait stabilisé votre situation que désormais vous pouvez commencer à payer les soins, les premières factures, donc pour commencer à suivre votre traitement. C'est important parce que dans un pays comme le nôtre où on a toujours mis l'argent en avant dans tous les services, il faudrait un temps soit peu que la personne humaine soit remise au centre de tous les débats. La nouvelle direction de l'hôpital ambitionne de faire de l'hôpital Akintini de Douala la toute première polyclinique publique du Cameroun afin que toutes les couches sociales s'y sentent à l'aise. Ceci sera possible dans les tout prochains jours. Le maçon sera jugé au pied du mur. Josué Tansi. Nous parlons également de l'actualité internationale, notamment de l'Éthiopie. Le premier wagon humanitaire a pénétré au Tigré. Dans ces camions, des médicaments et du matériel médical en partance pour Mekele, la capitale du Tigré. Il y a 6 semaines, l'armée éthiopienne a lancé l'offensive sur cette région dissidente. We really need to step up the assistance, the support to those vulnerable people, those who didn't choose to fight. Hospitals and primary healthcare centers are seriously hampered in their delivery of services just because they don't have enough material to cope with growing needs. Dès le début du conflit, les télécommunications ont été coupées au Tigré. Une guerre à huis clos sans images. Des milliers de personnes y seraient mortes et 1 million déplacés. C'est le cas de cette famille réfugiée au Soudan. La région du Tigré abritait aussi près de 100 000 réfugiés érythréens. Après avoir fui leur pays, ils ont dû quitter leur refuge éthiopien à cause du conflit. Les autorités éthiopiennes ont renvoyé des réfugiés érythréens vers les camps du Tigré. L'ONU signale aussi des informations alarmantes sur des réfugiés tués ou enlevés et emmenés de force en Érythrée. Au Kenya à présent, ce sont les soignants qui dénoncent les nombreuses insuffisances constatées et observées dans le système de santé. Surexploités, mal payés et sans protection. La vie des docteurs compte, elle aussi. Ces pancartes ont été brandies ici à Nairobi par ces professionnels de santé. Rassemblés devant le ministère de tutelle, ils sont venus dénoncer des conditions de travail devenues compliquées en temps de pandémie Covid-19. Il y a tant de gens qui travaillent en première ligne pour sauver nos vies et notre gouvernement ne leur donne pas l'équipement nécessaire pour travailler. Il n'y a pas que les médecins qui doivent s'unir. Tout le monde doit s'unir pour se battre pour nos vies, car au bout du compte, nos vies sont en danger, autant que celles des autres. Selon le syndicat des médecins et dentistes du Kenya, jusqu'à 40 travailleurs du secteur ont succombé au virus dans l'exercice de leurs fonctions. Ils n'ont pas été oubliés. Le portrait de certains d'entre eux était arboré et dans la foule, des bougies ont été allumées en leur mémoire.
Notre système de santé s'est effondré. Si nous n'assumons pas une responsabilité collective, je ne sais pas ce que fera notre pays d'ici 5 ou 10 ans. L'urgence, selon les mécontents, c'est qu'il faut tout de suite recruter 10 000 agents de santé. Il faut des stocks d'équipements de protection. Il faut une assurance tout risque, avec en plus des primes pour ceux qui sont en première ligne. Nous avons le sentiment que notre gouvernement ne fait rien. Il nous ignore. Il n'essaie pas de nous protéger. Selon les chiffres officiels, plus d'1 millier de personnes sont hospitalisées au Kenya à cause de la Covid. Et à l'approche de Noël et de ces traditionnels mouvements de population, le personnel médical est inquiet. La grève interrompue dimanche dernier pourrait rebondir. Un nouveau débrayage est déjà annoncé pour le 21 décembre. Toujours dans la page internationale, parlons des États-Unis d'Amérique où la pandémie Covid-19 continue de dicter sa loi, mais pour autant, le gouvernement semble avoir une piste de solution. D'ailleurs, le président américain, président sortant Donald Trump, vient de décider de l'introduction d'un vaccin trouvé. Ils sont sous pression depuis quelques heures. Ces experts indépendants doivent se prononcer sur le vaccin Pfizer-BioNTech. À la question « Les bienfaits l'emportent-ils sur les risques ?» ils répondent oui à 77% et recommandent ainsi sa distribution. Sans attendre, l'Agence américaine des médicaments l'autorise. Ravi, Donald Trump s'en félicite sur son compte Twitter. J'ai de très bonnes nouvelles. Notre nation a réalisé un miracle médical. Nous avons fourni un vaccin sûr et efficace en seulement 9 mois. C'est l'une des plus grandes réalisations scientifiques de l'histoire. Jamais la FDA n'avait donné son feu vert à un nouveau vaccin aussi rapidement. Le président américain n'avait pas caché son impatience. Sortez le fichu vaccin maintenant, écrivait-il, qualifiant cette agence de tortulante. Son directeur aurait même été invité à activer la procédure ou à démissionner. Une immense opération de logistique va maintenant être lancée dans tout le pays. Près de 3 millions de doses seront expédiées directement aux hôpitaux, pharmacies et autres sites désignés par chacun des États. Donald Trump a promis une première injection en moins de 24 heures. Son ministre de la Santé mise plutôt sur lundi ou mardi. Dans 1 an ou 2, ou plutôt dans 2 ou 3 ans, ce sera plus sûr. Il va falloir prouver que le vaccin est sûr à 100%. Faire taire les doutes, ne pas donner l'image d'une procédure bâclée. Joe Biden, le président élu, a lui-même tenu à rassurer les Américains. Vous devez avoir confiance. Il n'y a aucune influence politique. C'est l'intégrité scientifique qui nous a conduits jusqu'ici. Les États-Unis ont préacheté 100 millions de doses du vaccin anti-Covid Pfizer-BioNTech. Madame, c'est avec ce reportage que nous mettons un terme à cette édition de l'information sur la télévision du monde. Merci surtout de l'avoir suivi. Restez en